le sujet de ce soir, c'est on a voulu le prendre sous un axe un petit peu inhabituel, qui pose la question finalement, est-ce que dans une reprise transmission, est-ce que tout le monde est gagnant? Et c'est une grande question. Je pense que c'est une transaction, donc la question se pose. Et à ce titre-là, justement, j'ai réuni autour de cette table 3 intervenants spécialistes du réseau, je vous le disais, qui vont nous apporter leur regard complémentaire sur cette thématique-là. Alors, je les laisse se présenter. Et puis, eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Dans l'état d'esprit, ce que je vous propose, c'est que, certes, la salle, la disposition est un peu formelle, mais pourquoi pas, faites-nous part de vos interrogations, de vos questionnements, pourquoi pas, plus ou moins techniques ou plus ou moins personnalisés, bonsoir, puisque ça pourra, le long de cette soirée, animer et puis étayer le propos de nos spécialistes, que je remercie. Je vous laisse le micro pour une petite présentation. Alors, pardon, on va commencer par Maryse. Je crois que ça y est, c'est allumé. Je reste aussi. Comme vous voulez, Maryse. Bonjour. Bonjour, Maréchal Chila, je suis expert comptable sur CERIS. En fait, je suis une ancienne directrice financière d'un grand groupe, c'est le groupe Paprec, et je vous ferai part de mon expérience de ma société précédente où il y a eu effectivement un repreneur et comment les choses se sont passées et un petit peu mal finies, donc pour vous faire part de cette expérience. Mais rassurez-vous, il y a des belles histoires et on en parlera tout à l'heure. Et puis, au titre de votre métier, des transactions vous envoyez quotidiennement. Et c'est aussi tout l'intérêt que vous soyez là, de nous faire part de votre... J'en ai fait une il n'y a pas longtemps qui a très très bien réussi. Eh bien voilà, comme quoi c'est des initiatives intéressantes. Alors à votre gauche, je laisse Julien se présenter. Alors, ça n'a pas l'air. Est-ce que tout le monde entend bien ce qu'on vous dit, peut-être? Alors, Julien Prince, je suis avocat, j'interviens sur le secteur. Je suis installé à Manille-le-Monde, à quelques kilomètres d'ici. Alors, ouais, ça fonctionne mieux. J'interviens en matière de droit des sociétés, également en matière de droit fiscal, alors à la fois en conseil et en contentieux, donc pour assister les clients devant les juridictions lorsqu'il y a des difficultés. Et au quotidien, je travaille effectivement sur des sujets de reprise et de cession d'entreprise, côté vendeur comme côté acquéreur, sur une clientèle qui va de la TPE à l'entreprise beaucoup plus grande. Donc ce qui permet d'avoir un spectre assez général, avec des situations où les acteurs de l'opération s'entendent très bien et où l'opération roule très bien, et des situations qui sont parfois très conflictuelles, où on est obligé, nous, en tant que conseil, d'apporter des solutions pour qu'effectivement on retombe sur le thème d'aujourd'hui, à savoir une opération gagnant-gagnant. J'aurais peut-être l'occasion de décrire des opérations qui sont bien passées et d'autres qui se sont beaucoup moins bien passées et qui ont pu finir devant des juridictions sur certaines problématiques. Ah bah, pas peut-être, vous aurez certainement l'occasion de nous faire part de vos expériences et puis certainement des petites anecdotes ou des suggestions, des recommandations que vous avez pu acquérir au fil de votre expérience. Jean-Antoine, c'est à vous. Donc, bonsoir, Jean-Antoine Delgado, banquier à la Société Générale et directeur adjoint du centre d'affaires de Val d'Europe. Donc moi, sur une transaction est-elle gagnant-gagnant, je dirais que ça répond en fait, comme toute transaction, à l'objectif de chaque partie. Et si on arrive à répondre aux conditions et aux objectifs en fait, de chaque partie et que chaque partie est satisfait dans son opération, tant en termes de prix qu'en termes d'accompagnement, qu'en termes de finalité, là je peux dire qu'on est dans une transaction gagnant-gagnant. Alors, justement, là, Jean-Antoine, vous avez posé un certain nombre de choses. Quelles sont, déjà, dans vos expériences, les conditions qui permettent qu'une transaction soit gagnant-gagnant? Est-ce que, alors je pose la question très ouvertement à vous trois. Qu'est-ce qui, selon vous, permet de poser une situation plutôt favorable à cet objectif-là, que ce soit gagnant-gagnant? Alors, je pense qu'une bonne entente déjà entre les deux entrepreneurs,
entre le cédant et l'acquéreur. Je pense que la bonne entente est vraiment très importante et qu'il s'agit en fait plus d'un partenariat entre les deux dans la transmission et dans l'accompagnement de ce changement avec les salariés, parce qu'on est quand même sur de l'humain, sur du social et sur aussi le trésor de l'entreprise, parce que c'est aussi ces hommes qui font ce qu'est l'entreprise aujourd'hui et ce qu'elle représente sur son marché. Mais alors du coup, est-ce qu'une bonne entente, et puis je reviens de toute façon à la question, hein, on y reviendra bien sûr, est-ce qu'une bonne entente, c'est pas évident, parce qu'une bonne entente, l'instaurer comme ça dans un cadre de croissance, ou en tout cas d'une reprise par l'externe, est-ce que ça s'instaure comme ça aussi facilement? On entend cette nécessité que ce soit dans un bon état d'esprit, mais est-ce que ça s'instaure aussi facilement que ça? Alors, je vais répondre. À mon avis, ça ne s'instaure pas aussi facilement que ça. Au départ, la bonne entente, elle est donc au départ, tout le monde se met d'accord sur un prix, sur une chose, sur ce qui la personne va acquérir. Donc il y a une bonne entente financière, technique, mais après il y a le vécu au quotidien. Qui fait que les choses peuvent se dégrader au quotidien. Il y a l'ancien dirigeant, le nouveau dirigeant, il y a le personnel qui est au milieu. Et l'ancien dirigeant, il accompagne généralement la transmission pour que ça puisse fonctionner. Et c'est vrai que cette entente, elle peut ne pas perdurer dans le temps. D'accord. Donc là, Maryse, elle nous projette déjà dans la transaction réalisée, une fois que la transaction est faite, et puis qu'il y a certainement une vie commune du cédant avec le repreneur. Mais en amont, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent, comme ça, dans une situation de reprise par l'extérieur, qui permettent de poser une certaine sérénité à la transaction ? Je pense que la première chose, et c'est d'ailleurs le premier travail du conseil, c'est notre travail, c'est de déterminer la relation qui existe entre le repreneur et le vendeur. On parle de cession externe, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut vendre à un membre de sa famille, on peut vendre à un associé, j'ai le cas en ce moment, ou on peut vendre effectivement à une personne qui est complètement tierce à l'entreprise, qui ne connaît pas l'entreprise, qui parfois ne connaît pas le métier. La première étape, et c'est l'objet du premier rendez-vous qu'on a dans ce type d'opération, c'est d'ores et déjà de prendre conscience des objectifs de chacune des parties. Je vends, pourquoi je vends? Est-ce que je change d'activité? Est-ce que je pars à la retraite? J'achète, pourquoi? Est-ce que je change de métier aussi? J'étais dans une branche, je me reconvertis, j'achète une entreprise parce que c'est peut-être plus facile que de la créer. À partir du moment où les objectifs de chacun sont bien clairs et que chacun a bien compris l'objectif de l'autre, et ça c'est ça qui est important, on est en partenariat parce qu'on est en lien de confiance. Et à partir de la connaissance de ces objectifs-là, on est capable d'aller déterminer ce dont les parties auront besoin, donc la rédaction qu'on va avoir sur l'acte, quelle garantie on va mettre en place, quel financement. Tout est basé sur le lien de confiance qui vient que parce qu'on sait pourquoi je vais vendre, pourquoi je vais acheter. À titre très particulier, en ce moment, pour un exemple très concret, j'ai la situation d'une entreprise, donc on a 40 salariés. Le fondateur souhaite vendre pour partir à la retraite, il est associé avec ses enfants. Il souhaitait vendre à quelqu'un qui connaissait son entreprise, alors il a trouvé la meilleure des personnes, c'est son directeur, qui est avec lui depuis 18 ans. La relation qui se fait, c'est presque celle d'un père qui vend à son fils. Puisqu'il veut que nécessairement la cession se passe dans les meilleures conditions, il veut que son salarié reprenne dans les meilleures conditions, donc on ne va pas du tout traiter la cession comme si on traitait avec un tiers extérieur. On ne va pas mettre en place les mêmes garanties, on aura un lien de confiance qui est absolu et surtout on aura la volonté ferme de ce fondateur-vendeur d'accompagner son salarié pour que la cession se passe bien. Et cet objectif-là, il est essentiel pour effectivement que la relation, on retombe dans du gagnant-gagnant puisqu'on a quelqu'un qui vend une société à son salarié, il sait que son bébé va se maintenir dans le temps. Et ça, c'est également très important. On n'est pas en phase de croissance externe, donc on ne réfléchit pas de la même manière, on ne cherche pas à mettre des fonds, à gagner de l'argent et à revendre. On cherche vraiment à assurer une pérennité, ce qui n'est pas du tout la même logique dans l'entreprise. Donc l'objectif poursuivi finalement des deux parties cimente un parcours. Et c'est justifie et cimente le parcours. Ok, très bien. Mais alors vous évoquez là
un cas particulier qui est une reprise en interne. Votre propos sous-entendait, et d'ailleurs c'était un petit peu ce qui était partagé par nos deux autres intervenants, votre propos sous-entendait que en reprise externe, par un tiers, vous évoquez aussi la croissance externe, on n'est pas dans le même état d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces cas-là, le principe qui nous anime ce soir, il peut ne pas y avoir de gagnant-gagnant? Alors, le côté gagnant-gagnant, c'est très compliqué, puisqu'on ne sait pas ce qui est gagnant pour l'un et ce qui ne l'est pas pour l'autre. Tout dépend, encore une fois, de la volonté de la personne. Si quelqu'un vend sa société et il veut qu'elle survive, il pourrait donner des conditions différentes. Si, bon, je vends, finalement, le suivi ne m'intéresse pas vraiment, donc je peux accepter diverses conditions. C'est assez compliqué de répondre à cette question, puisque quand on a un acheteur externe, on a plus de difficultés à connaître ses objectifs vraiment, puisqu'on ne le connaît pas. Donc très compliqué, encore une fois, c'est déterminer l'objectif de chacun, et chacun trouvera son gain là où il l'estime, finalement. Mais alors, est-ce qu'il faut... la question que vous posez finalement en filigrane, c'est est-ce qu'on doit tout déballer? C'est une question. Pour illustrer un peu tes propos, j'ai un autre cas actuellement. C'est plutôt un concurrent qui rachète un autre concurrent. Et c'est des concurrents qui ne sont pas du tout sur le même périmètre géographique, donc complètement complémentaires sur la zone, avec des clients différents, donc des synergies qui vont permettre une belle croissance externe et un avenir pour les deux entreprises, puisqu'on va former un groupe d'entreprises qui va doubler de taille en fait. Là, l'objectif du cédant, c'est de vendre à quelqu'un qui lui ressemble, à quelqu'un en qui il va avoir confiance. Bon, c'est une très belle entreprise, donc il a eu plusieurs groupes qui sont venus le voir, il a eu plusieurs propositions, mais le fait de se dire de vendre à quelqu'un qui était en fait comme lui il y a 20 ans, ça le rassure. Et à partir de là, on sent tout de suite que dans la discussion, dans la négociation, on n'est plus dans des rapports de force, mais plutôt dans de la conciliation et dans de l'entente. Et c'est à partir de là aussi qu'ils peuvent commencer à travailler leurs conditions sur un possible crédit vendeur, un accompagnement. Donc il y a l'accompagnement dans la durée du cédant, mais il y a l'accompagnement financier. Donc c'est à partir de là que la discussion se fait. En fait, il faut vraiment qu'il y ait un climat, déjà qu'il y ait une première relation qui soit établie entre les deux et qu'un vrai climat se mette en place. Climat pas évident à établir dans une situation où ces deux concurrents, finalement, et j'allais dire, l'un va prendre le dessus sur l'autre. Il faut aussi que ce projet-là soit, en tout cas cette perspective soit acceptée par le repreneur, en tout cas certainement, qui va prendre l'emprise sur cette entreprise, et puis par le cédant qui, d'une certaine façon, va s'éclipser. Il y a de l'ego un peu dans ce dont on parle là. Bien sûr, surtout quand il s'agit du fondateur de l'entreprise. Donc il est en train de transmettre son bébé à un inconnu quelque part. Donc c'est pour ça que le début de la relation est très important. On parle d'ego. Est-ce que la transmission d'entreprise, c'est un moment où effectivement il faut renoncer à son statut, renoncer à sa position peut-être et justement laisser la place à l'acquéreur? C'est une question. Je pense que souvent les entrepreneurs sont déjà souvent très, très humbles et modestes. Ils se remettent régulièrement en question. Et c'est une grande qualité pour un entrepreneur de toujours se remettre en question, de toujours chercher comment mieux faire, comment revoir les process, comment revoir l'organisation. Donc je pense que c'est naturel aussi pour un entrepreneur d'un moment se dire c'est pas il faut que je passe la main, mais pour le bien de mes salariés, pour le bien de mon business, il faut que je transmette. Donc toujours cette vision. J'ai cette vision donc, et qui va à nouveau cimenter, en tout cas à partir de laquelle va se construire le projet. Mais là, on est dans le lien j'allais dire, de la tête, en tout cas de celui qui reprend, vis-à-vis de celui qui vend. Mais les choses ne sont pas aussi faciles dans le sens où il y a quand même des équipes.
des collaborateurs. Ils ne sont pas associés au sens engagés dans le projet. Comment on gère ça? Parce que finalement, le cédant, il a peut-être la crainte, et on peut le comprendre, que cette notion de gagnant-gagnant n'y soit pas. Et au contraire, il risque peut-être de perdre un collaborateur de qualité dans une transaction qui n'aboutira pas. Là, j'ai bien compris que votre propos, c'est de dire, voilà, on fusionne un projet, on le construit ensemble, mais derrière, il y a une équipe. Comment on gère ça? Alors, ce qui se passe généralement, donc, quand une entreprise est reprise de cette façon-là, les salariés sont très attachés de toute façon au fondateur, ou en tout cas à la personne qui cède. Et à un moment, ils sont obligés d'aller vers le nouveau repreneur. Donc, et là, vous parlez d'ego, même si vous dites les entrepreneurs sont humbles, mais c'est très compliqué à gérer parce que tout le personnel est obligé de se détacher de l'ancien pour aller vers le nouveau. Et puis, les méthodes du nouveau repreneur ne sont peut-être pas forcément les mêmes que celles de l'ancien. Donc voilà, il y a deux mondes différents surtout en plus, il peut y avoir une différence d'âge, si c'est un jeune repreneur qui reprend. Donc voilà, il y a deux mondes qui se... Et puis, je pense qu'il y a aussi on est sur des niveaux d'information quand même différents, parce que les deux personnes qui s'entendent et qui sont prêtes à signer ne sont pas sur les mêmes niveaux d'information que le reste de l'équipe, qui n'est pas nécessairement informé. Donc ça peut créer des tensions, et du coup, on n'est pas nécessairement dans cette... dans cet univers dans cet univers de confiance. Comment on gère ça? Comment on gère le fait qu'il y a des tiers qui ne sont pas informés et qu'il ne faut peut-être pas nécessairement informer immédiatement? Comment on gère ça pour que pour autant le parcours soit relativement établi sereinement? Alors ça, c'est propre à chaque entreprise, et c'est propre à chaque chef d'entreprise qui est le seul finalement qui connaît ses équipes. Vous avez des situations où vous avez un chef d'entreprise qui va être transparent dès le départ, parce que par exemple c'est un départ à la retraite, donc c'est vrai que parfois ça devient compliqué à cacher. Il y a bien un moment donné où effectivement on va quitter ses fonctions. Vous avez des situations où vous avez un chef d'entreprise qui vend et qui va préférer, pour ne pas brusquer ses équipes, pour ne pas forcément vexer certaines personnes, qui va attendre le tout dernier moment pour donner cette information-là. Ça, c'est vraiment un aspect psychologique que seul finalement, principalement le vendeur, est à même de gérer dans son entreprise. On a depuis quelques années un texte législatif dans le Code de commerce qui oblige, en cas d'opération de vente, à informer les salariés dans un minimum de 2 mois avant que la cession soit effectivement faite. Texte diversement apprécié. Bon. Mais en tout cas, voilà, l'obligation d'information a été prise en compte, cette nécessité plutôt d'information a été prise en compte dans les textes. Je pense charge à chaque dirigeant, alors en fonction de la taille de son entreprise. C'est vrai que quand on cède une entreprise qui a peut-être 1 ou 2 salariés, on va pouvoir les informer assez rapidement. Quand on a une entreprise qui est plus structurée, c'est peut-être plus compliqué. Et on peut avoir la possibilité aussi de salariés qui se positionnent pour racheter. Et on pourrait avoir tendance à éviter de les informer pour éviter de retarder aussi le processus de vente. Il n'y a pas de réponse, encore une fois, à cette question, puisque c'est vraiment du cas par cas, équipe par équipe, et même presque échelon par échelon dans l'entreprise. Mais donc, il y a quand même cette introduction j'y reviens, de notion, il y a un niveau d'information différent. Et donc, ça peut créer des dissensions, des tensions. Les salariés, voilà, constatant que, eh bien, il y a des nouvelles têtes, peut-être une inquiétude. Le repreneur, lui, il a intérêt, on l'imagine bien, à, si ce n'est rencontrer, en tout cas, se faire une idée assez précise des équipes. Le cédant, lui, dans cette n'a pas peut-être, en tout cas pour souvent on le constate, n'a pas envie que ça se sache. Donc là aussi, là il y a une notion de différentiel d'information qui peut créer une friction ou des frictions. Dans l'organisation de l'entreprise, aussi ce qui est très important dès le départ, c'est d'identifier les hommes clés. Les hommes clés dans l'organisation. Donc, tel directeur, quelle est sa fonction? À quoi il sert? Quelle est sa connaissance? Et à partir de là, on va pouvoir établir un organigramme
et établir les responsabilités de chacun. Et c'est peut-être ces hommes-là qui ont en fait le pouvoir de communication et le pouvoir aussi de leadership sur l'organisation et qui vont pouvoir influencer et accompagner l'opération. Voilà. C'est-à-dire qu'on les met au courant ou bon, après, même chose, vous disiez, Julien, ça dépend, c'est au cas par cas, mais d'accord. Et je pense que c'est vraiment eux qui ont le pouvoir dans l'entreprise de faire capoter l'opération, mais aussi de la faire réussir. Ça passe par une bonne communication aussi avec ces hommes-là. Et vraiment, les hommes clés, s'il n'y en a qu'un et que c'est le dirigeant, faut le savoir avant l'acquisition. S'il y a 3 autres hommes clés qu'on les garde, faut bien s'entendre aussi avec eux. Faut commencer déjà à travailler en amont avec eux. C'est très important. Travailler en amont, ouais. Travailler en amont avec eux. Et pardon, Maryse. Il y a une énorme vigilance à avoir au départ sur l'adaptation de chacun en fait à cette nouvelle vie dans l'entreprise, que ce soit les salariés, les équipes. Les directeurs. Donc une vigilance par rapport par rapport à comment chacun peut le vivre, c'est ça. C'est ça, exactement. Et peut-être est-ce l'occasion d'ailleurs de faire émerger ou éclore de nouveaux, si ce n'est nouveau, en tout cas des parcours, des aptitudes, des compétences qui n'ont pas été relevées par l'ancien dirigeant et qui peuvent l'être par le nouveau. Mais alors du coup, là, à nouveau, ça introduit le fait que il peut y avoir dans l'équipe quelqu'un qui pousse ou quelques-uns qui poussent. Et là, à nouveau, ça peut introduire un biais en disant oui, moi je m'inquiète, il y a quelqu'un qui peut... est-ce que j'aurai ma place ? Et là, on n'est peut-être pas à nouveau, je reviens à ma question, on n'est peut-être pas dans du gagnant-gagnant parce que ma question, c'est le salarié, lui. Qu'est-ce qu'il a à gagner à la transaction ? Parce qu'on parlait du cédant, du repreneur. Le salarié, lui, c'est quoi son gain ? Le salarié, lui, ce qu'il veut, c'est garder sa place. De toute façon, dans l'entreprise, et il n'a surtout pas envie de se faire licencier. Donc, de toute façon, ça va être compliqué pour lui au départ de changer de management, parce qu'il va forcément changer de management. Donc, il va falloir qu'il s'adapte à son nouveau management. Et comme il a envie de rester dans l'entreprise et conserver son poste, de toute façon, il sera entre guillemets obligé d'aller dans le sens du nouveau repreneur. Il n'aura pas le choix. D'accord. Donc Maryse, là vous évoquez plusieurs mots. Management, sens de la reprise. Donc là, et d'ailleurs on revient un peu aux propos initiaux, qui sont en fait, quel est le projet du repreneur ? C'est donc que finalement, les salariés doivent s'approprier, ou en tout cas rentrer dans le moule, non, mais en tout cas s'engager dans le process initié par le repreneur. C'est tout l'aspect psychologique d'une reprise qui n'est pas à négliger. À titre d'exemple, ça va vraiment illustrer tout ce qu'on se dit. Je travaillais sur une reprise d'un restaurant, pâtisserie-restaurant du côté de Lyon, dans laquelle on avait 4 salariés. Mon client, qui était le repreneur, veut légèrement changer le concept et pour des raisons qu'il regarde, n'avait pas nécessairement besoin d'avoir autant de salariés dans sa pâtisserie. On signe la promesse, il va rencontrer ses salariés en leur expliquant quel est son projet et en expliquant pourquoi à moyen terme il n'aura pas besoin de l'ensemble de l'équipe, sachant qu'on avait 2 étudiants, donc on était sur des contrats de toute façon court terme. Bon. Évidemment, passage compliqué pour lui, passage très compliqué pour les salariés. Et finalement, c'est la vendeuse qui a réfléchi et qui s'est dit, moi, ces gens-là, ces salariés-là, j'y suis attaché. Je veux partir à la retraite, je veux vendre. Pour autant, effectivement, j'ai peur que ces salariés soient mis dehors. Donc, je préfère renoncer à la vente. Je prends sur moi, je reste encore en poste, j'attends la fin des contrats de ces personnes-là. Je parle de tout ça au-delà des conditions juridiques, vraiment sur l'aspect psychologique. Et donc la vente ne s'est pas faite sur la volonté finalement de la vendeuse qui a voulu protéger ses salariés ou pérenniser leur activité. Donc la relation avec les salariés est loin d'être négligeable et la présentation aussi du repreneur aux salariés a une véritable importance. Et ça, il faut l'anticiper dès le départ, peut-être même avant la signature des premiers actes, puisque si on s'engage, il est difficile quand même de se désengager.
Donc une volonté de collaborer, peut-être une nécessité dans certains cas d'engager l'équipe, en tout cas une partie de l'équipe. Il y a une notion qu'on n'a pas abordée sans être technique, mais qui me semble importante, c'est cette notion de temps. Est-ce que le temps, c'est le même pour le vendeur et le repreneur? Et à nouveau, est-ce que ça peut introduire ou pas des frictions qui peuvent aboutir au fait que la transaction ne soit pas équilibrée? Chacun a effectivement ses propres intérêts et ses propres considérations de temps. De manière générale, j'ai jamais eu tellement de difficultés sur le calendrier, puisque c'est quelque chose qui s'anticipe dès le départ. À partir du moment où dans les premiers actes que vous signez, que ce soit une lettre d'intention ou une promesse, on arrête d'ores et déjà des dates. Les frictions viennent surtout quand on n'arrive pas à respecter ces délais, notamment parce qu'on a des conditions suspensives à lever. Mais j'ai pas d'expérience, peut-être de votre côté vous en avez. Moi, j'ai pas eu d'expérience de difficulté, parce qu'on a toujours travaillé main dans la main sur ces délais, puisqu'on avait tous intérêt à acheter ou à vendre. Après, j'imagine que des situations probablement peuvent coller, notamment en fonction des projets de chacun. Si je fais de la croissance externe et que j'ai besoin de faire rentrer de nouvelles compétences dans mon entreprise rapidement, mais que j'ai un vendeur qui finalement, lui, est un peu moins pressé pour des raisons qu'il regarde, notamment parce qu'il est bien rémunéré dans cette société, pendant ce temps-là, ça peut effectivement créer des tensions, mais je ne sais pas si vous avez... En fait, je vous pose la question parce que dans l'Assemblée, je reconnais un certain nombre de têtes et il n'est pas rare que parmi vous, les repreneurs, ceux qui sont là, eh bien, il y ait cette notion en tout cas la situation suivante, le repreneur pousse pour avoir de l'information, puis comprendre, le calendrier est serré, il n'a pas cette même notion de temps, il compte davantage en jours, voire en semaines. Le dirigeant, lui, son unité de temps, c'est un peu plus le mois, voire le semestre. C'est une distinction, en tout cas c'est une approche distincte qui peut créer également des frictions. Oui, puis il y a aussi dans le temps, quand vous reprenez une entreprise où il y a, par exemple, des appels d'offres ou des contrats sur 2 ans, mais en général, l'ancien repreneur reste là plusieurs temps, le temps d'accompagner jusqu'au renouvellement des contrats. Et ce temps, il peut... Donc, effectivement, c'est dit dès le départ, mais on garde un repreneur, par exemple, on garde l'ancien dirigeant, par exemple, pendant 3 ans. Mais c'est vrai que 3 ans, c'est long, mais on a besoin de ces 3 ans pour renouveler les contrats, mais il y a forcément des tensions qui se font, et souvent, à un moment d'ailleurs, on ne va pas jusqu'au bout des 3 ans. Alors justement, Maryse, là vous évoquez dans votre propos finalement les conditions de la transaction. On a parlé tout à l'heure du prix, on a de mémoire évoqué aussi peut-être des facilités pour la vente, en tout cas le crédit vendeur. Quels sont, très brièvement, parce que c'est toujours intéressant de les évoquer, quels sont les points clés dans la transaction, dans la négociation, qui doivent être justement intégralement balayés pour que, au cours du parcours, l'un ou l'autre ne lève pas sa main en disant mais ouais, mais là-dessus, au fait, j'accompagne, mais comment je vais être rémunéré? Quels sont les points clés, en tout cas les paramètres clés dans lesquels, en tout cas, que doit intégrer une négociation pour éviter un quelconque heurt ultérieur? Alors, dresser tous les points clés, c'est un exercice qui est pas facile, surtout en direct live comme ça. Je dirais qu'aussi la rentabilité passée et actuelle ne présage pas non plus de la rentabilité future. Donc ça aussi, c'est une condition qui peut être prévue lors de l'acquisition. L'état de la trésorerie aussi, l'état de la société au moment du closing. Donc il y a pas mal de choses entre l'étude du dossier et les 3 dernières années, l'année en cours et l'année prochaine. Donc ça, c'est aussi des paramètres qui doivent influent entrer dans la négociation, dans le contrat d'acquisition, et qui doivent être grandement regardés par l'acquéreur pour savoir ce qu'il est réellement en train d'acheter et quel est réellement son projet et qu'est-ce qu'il compte faire.
Ensuite, oui, il va y avoir pas mal de conditions à négocier, donc l'accompagnement du cédant pendant un certain temps. Il peut y avoir le crédit vendeur, il peut y avoir tout le matériel, parce qu'en fait, il reprend une entreprise, mais il reprend tout son matériel. Donc c'est aussi évaluer la durée de vie du matériel. Est-ce qu'il va falloir le remplacer? Tout ça, ça va rentrer dans la négociation du prix de la société. Vous allez avoir aussi le passif social, parce qu'aujourd'hui, on peut provisionner les indemnités de fin de carrière. Et provisionner les indemnités de fin de carrière, ça permet d'augmenter la valeur de son entreprise. Ça veut dire qu'au moment où les salariés vont devoir partir en retraite, les indemnités de fin de carrière sont provisionnées et peuvent être versées directement sans que la société ait à sortir d'argent de son bilan quelque part. Donc il y a pas mal d'actions qui sont possibles lors de la négociation du prix de vente, la négociation des conditions. Donc là, vous évoquez, et puis on va reprendre, vous évoquez effectivement finalement toute la préparation amont de ce projet qui doit être imaginé et construit 1 an, 2 ans, 3 ans avant l'échéance, j'allais dire. Vous évoquez, et c'est peut-être pour ça que vous avez pris le micro, Julien, vous évoquez tout à l'heure la garantie de passif, donc c'est d'autres points importants qui peuvent contribuer à la friction. Effectivement, les 2 éléments importants à ne pas oublier dans le cadre d'une cession, notamment quand on rachète une entreprise, d'abord c'est réaliser un audit comptable. Est-ce que la comptabilité a été régulièrement tenue? Est-ce que dans les comptes, il n'y a pas des dettes particulières qu'on n'aurait pas vues de prime abord? Audit fiscal, est-ce que l'ensemble des déclarations fiscales ont été souscrites? Est-ce qu'on n'a pas de retard? Est-ce qu'on n'a pas de contrôle fiscal en cours ou passé qui aura révélé des difficultés? Et enfin, audit social, situation des salariés et situation également vis-à-vis notamment de l'URSSAF. Ça, c'est la première chose qui peut se faire, alors soit en amont de l'opération de reprise, ce qui est quand même assez prudent, mais qui pose des questions de confidentialité. Audit qu'on peut également réaliser après la signature d'une promesse, là encore sous des conditions de confidentialité, l'audit pouvant d'ailleurs avoir des conséquences, notamment sur la détermination du prix. On peut décider que le prix qui est affiché de temps pourra être diminué en fonction des conclusions d'un audit. Alors sur l'audit, on peut faire intervenir différents conseils, experts comptables, commissaires aux comptes, avocats, banquiers. Et après, l'autre élément... On évite d'être jugé parti. Oui, c'est vrai. C'était pour mêler tout le monde. Voilà, pour ne pas... C'est pour ne pas faire de jaloux. Et à côté de ça, vous avez qui doit accompagner l'opération elle-même, ce qu'on appelle la garantie d'actifs et de passifs, dans laquelle vous allez, en tant que vendeur, garantir à votre acheteur que l'actif de la société est effectivement constitué de telle manière le jour J, donc le jour de la cession, que son passif ressort à tel montant. La conséquence étant que 2 ans, 3 ans après, on met le curseur où on veut sur la durée de la garantie d'actifs ou de passifs, si un nouveau passif se révèle, social, fiscal ou autre, et dont l'origine remonte au moment où votre vendeur était en charge, était en responsabilité, on va pouvoir lui demander de nous indemniser pour ce passif qui est ressorti. Cette garantie d'actifs passifs, elle est fondamentale et très importante dans les négociations. C'est souvent un point de friction. Pas plus tard que la semaine dernière, on a refusé de racheter l'entreprise dans laquelle le vendeur ne voulait pas nous accorder de garantie d'actifs et passifs. Et pourtant, on a négocié les points principaux. Vous avez la possibilité, comme pour une assurance, d'avoir une franchise, d'avoir un seuil de déclenchement, d'avoir un plafonnement. Ça veut dire que le seuil de déclenchement, c'est de dire, voilà, le montant de ma vente, je prends un chiffre fictif à 100 000 euros, j'achète 100 000 euros. Si j'ai un passif qui se révèle, mais qu'il est inférieur à 10 000 euros, je ne déclenche pas la garantie, on laisse tomber. Il est supérieur à 10 000 euros, j'active la garantie de passif, soit j'active pour l'ensemble du passif qui s'est révélé, soit j'active pour une partie inférieure parce qu'on aura mis une franchise en place. 5 000 euros, 10 000 euros, on place le curseur où on veut. Et un plafonnement, par exemple, moi vendeur, je n'indemniserai pas mon acheteur au-delà de 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros. Tous ces seuils et ces plafonds, on les négocie. Et ça fait partie aussi, si par exemple en tant qu'acheteur, je n'ai pas obtenu
un prix forcément très intéressant, je peux m'y retrouver en négociant des conditions de garantie d'actifs et passifs qui sont intéressantes. À la fois donc, sur ces montants-là, mais aussi sur des obligations d'information, sur des durées de garantie d'actifs passifs. Et finalement, ça intègre tout ce qu'on disait avant. On intègre tous les risques dans un contrat qui vient s'annexer à votre contrat de cession et qui vous permet d'être en tant qu'acheteur rassuré et en tant que vendeur d'avoir quand même de votre côté l'assurance que si quelque chose arrive, vous en serez informé. Et vous aurez même le droit, parce que la garantie vous l'octroie, de vous défendre vous-même, de choisir votre conseil, par exemple s'il y a un contrôle fiscal. Donc ça fait partie des choses, quand on rachète une société, qui sont fondamentales et il faut les mettre sur la table. Alors je vais être un peu taquin. Là, dans votre propos, finalement, on comprend que même si vous aviez des belles paroles tout à l'heure, on comprend que finalement, l'avocat, il est là pour défendre son client, quoi, finalement. Donc, gagnant-gagnant... Alors, la première chose qui est importante quand on est avocat, et surtout quand on est seul rédacteur d'actes, c'est de s'assurer qu'on va avoir un acte équilibré. La première chose, c'est de s'assurer que le vendeur, l'acheteur sont bien sur la même longueur d'onde et ont bien compris ce qu'ils signaient, ce qui évite déjà une partie du contentieux. Après, on a nécessairement un parti pris, ça c'est évident, mais on n'est pas... Comme avocat, c'est vrai qu'effectivement, on a l'habitude, l'image, c'est qu'on intervient dans du contentieux et qu'on défend notre client bec et ongle. En matière de conseil, en matière de cession, l'intérêt aussi, c'est qu'il n'y ait pas de contentieux derrière la cession. Et pour éviter ce contentieux, il faut avoir fait un travail en amont. Pourtant, je continue à être taquin, ça fait du chiffre. Alors, oui et non. Ça peut nous mettre en responsabilité aussi. Voilà, si on n'a pas rédigé un acte efficace et équilibré, on peut être mis en responsabilité. Il faut s'assurer que l'opération se passe correctement, que chaque partie ressort avec la satisfaction d'avoir signé un acte qui colle exactement à ses objectifs. Quand je travaille en tant que seul rédacteur d'actes, ça je m'en assure, c'est une obligation déontologique. À côté de ça, quand j'ai un confrère en face, on travaille toujours en bonne entente. De toute façon, la cession ne se fera pas si à terme, une des deux parties sent qu'il y a un déséquilibre, sans qu'elle se fait flouer à un moment aussi. Donc finalement, voilà, dans votre propos, on comprend qu'il doit y avoir un équilibre. Et s'il y a des équilibres, tôt ou tard, et Maryse, on va tout à l'heure parler de votre parcours, s'il y a un déséquilibre, tôt ou tard, toc, ça sort et ça fait coincer les choses. Alors, ça ressort de deux manières, soit dans le cadre d'un contentieux entre les deux parties, ou maintenant, plus récemment, on a eu une réforme du Code civil il y a 3 ans maintenant, qui a intégré une notion de déséquilibre significatif. Si une des parties estime que dans le contrat qui a été signé, elle a été lésée d'une manière significative, elle peut demander au juge de rééquilibrer, je fais simple, mais de rééquilibrer finalement la relation et de repartir sur un contrat qui va coller avec les objectifs de chacun. En pratique, c'est un peu plus complexe, mais en gros, l'idée est celle-ci. Donc on est de toute façon, nous, aujourd'hui, en tant que rédacteur d'actes, obligés de respecter ces choses-là, sinon on aura rédigé un acte mauvais, qui n'est pas efficace, et donc l'acheteur ou le vendeur pourra engager notre responsabilité civile professionnelle. Alors, avant de repasser la parole à Maryse, on a parlé tout à l'heure de rentabilité. Je pense que c'est quand même un mot qui est récurrent, nécessaire et auquel on doit être tout à fait attentif. Ce n'est pas Jean-Antoine qui va me démentir à la rentabilité de l'affaire. La rentabilité, elle n'est pas nécessairement vue de la même façon. Je vois parmi vous des personnes qui ont des cheveux un peu plus gris que d'autres. La rentabilité d'un dirigeant, c'est finalement... Il cherche peut-être à l'optimiser avant de passer la main, hein, j'entends. Il cherche peut-être à l'optimiser. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, il ne va peut-être pas faire les investissements nécessaires. Il ne va peut-être pas recruter le nouveau collaborateur, en tout cas remplacer le collaborateur manquant. Voilà. Cette rentabilité-là qu'on constate dans les bilans, hein, puisque c'est votre boulot, Maryse, cette rentabilité-là ne sera peut-être pas celle imaginée par le repreneur. Alors comment on gère cette distinction, cette dichotomie entre la rentabilité constatée et puis justifiée du cédant et puis celle que attend le repreneur, parce que derrière le repreneur, c'est pas ni aux uns ni aux autres que je vais l'apprendre, encore moins à vous Jean-Antoine, derrière la rentabilité, il faut que ça permette aussi de vous rembourser quand même.
C'est l'objectif, oui, c'est le principe. En tout cas, c'est le vôtre. Effectivement. C'est-à-dire que souvent, un repreneur, quand il a le projet de reprendre l'entreprise, il a tout un projet pour l'entreprise, un projet effectivement d'optimisation des coûts. Souvent, ça passe par déjà minimiser les coûts sur le dirigeant. Donc on a un dirigeant cédant qui part au bout d'une trentaine d'années par exemple. On a un nouveau dirigeant qui arrive dans l'entreprise. Souvent, il estime qu'il va pouvoir se rémunérer moins pour gagner un peu plus déjà sur cette partie-là. Après, ça va dépendre aussi si on est sur une croissance externe avec des sociétés qui existent déjà. Malheureusement, il peut y avoir aussi carrément une suppression d'un service administratif qui va être centralisé dans l'entreprise de départ et les salariés qui peuvent être intégrés aussi dans la structure. Mais souvent, on va chercher des économies d'échelle. On va chercher à grouper pour dépenser moins, en fait. Aussi, à travers ça, on va chercher les synergies. Donc une entreprise d'électricité qui pourrait s'associer avec une entreprise de plomberie pour faire un peu plus de tout corps d'État. On va vraiment aller chercher des choses complémentaires et ces choses complémentaires vont permettre de rentabiliser finalement l'outil de production. Vous pouvez aussi avoir une entreprise qui a un outil de production en fait, qui est fabricant, qui distribue auprès de négociants, mais qui ne va pas toucher le consommateur final. Et son objectif, finalement, ça va être de désintermédier le système et d'être fabricant et distributeur. Donc, il va se mettre à racheter un distributeur et il va garder la marge globale dans le groupe. Et donc, à partir de là, on crée de la valeur. Donc, il y a différentes façons, il y a plusieurs mécanismes qui vont permettre aux dirigeants repreneurs de faire son plan de financement, sa modélisation. Et donc souvent, le dirigeant va faire un très beau cas, ce qu'on appelle le cas management, sur les 5 premières années, où là, la société, souvent, le chiffre d'affaires augmente de 5, 10, 15, et puis on a une belle rentabilité. Souvent, le banquier vient dégrader le cas management avec, par exemple, un chiffre d'affaires qui resterait à l'identique et on essaye de modéliser ce que donnerait la rentabilité sur les 5 premières années si on n'arrive pas à développer l'activité. En d'autres termes, vous recevez un business plan, certainement vous l'avez tous entendu comme ça, mes chers repreneurs, vous recevez un business plan et puis vous faites du moins 5, moins 7% et puis vous voyez si ça passe. On retravaille. D'accord. Mais alors, et du coup, on en vient là, Maryse. Hein, vous nous avez évoqué tout à l'heure ce parcours de la reprise que vous avez vécu. On a évoqué également tout à l'heure le process d'accompagnement dans lequel peut être intégré le cédant. Donc tout ça en amont se planifie plutôt sereinement en disant voilà, le cédant va contribuer au redéveloppement de l'entreprise, donc il peut être associé dans la holding, avoir des participations en direct dans la fille, enfin différents montages qui l'incitent à continuer ce projet et à contribuer au développement et au succès du repreneur. Mais qu'est-ce qui se passe, Maryse, quand au bout de quelques mois, quelques années, peut-être même quelques semaines, il y a des frictions. Dites-nous comment elles sont apparues, ces frictions, et puis comment on les gère ou pas, et comment c'est vécu ça? Alors surtout comment le repreneur les gère, parce qu'après tout, c'est lui après qui a les rênes de l'entreprise. Moi, pour l'avoir vécu, j'ai travaillé dans une société de vidéo, de matériel vidéo haut de gamme, hein, donc ce qu'on met sur les terrains de foot, vraiment du gros matériel. Et la société qui a racheté notre société à l'époque était une société de son-lumière. Donc il lui manquait toute cette partie vidéo. Donc au départ, c'était vraiment... Voilà. Et comme vous dites, je reviens sur votre question précédente, on a rendu la mariée belle
pour pouvoir la vendre aux repreneurs. Évidemment, on a fait des économies, il y a des choses, il y a certaines choses qu'on n'a pas achetées, et d'où le rôle vraiment important de l'audit derrière, pour aller tout ce qui est un peu extra comptable, je dirais tout ce qu'on n'a pas pris, pour les remettre dans les cases et pour dire, voilà, finalement, j'ai acheté quelque chose qui vaut tant, mais ça valait peut-être un peu moins parce qu'il manquait des investissements. Et donc, du coup, la société qui a repris, ça se passait très, très bien au départ. Donc, on a gardé les dirigeants pendant 3 ans parce que, justement, c'est des renouvellements de contrats importants avec des appels d'offres. Et il s'est passé qu'au fur et à mesure du temps, les repreneurs se sont rendus compte qu'ils ont effectivement acheté une société beaucoup plus chère que ce qu'ils pensaient. Donc, à ce moment-là, effectivement, les frictions ont commencé à venir. Les dirigeants qui étaient sur place étaient payés trop cher. Il y en avait 3. La directrice financière, à l'époque, c'était moi, parce que c'est une société qui a été reprise, il y avait aussi un directeur financier, donc quelque part, on ne pouvait pas en avoir 2. Donc voilà, plein de frictions se sont mises, et puis ça s'est un peu mal terminé, puisque les associés sont sortis avant la fin de leur contrat, et ils ont même baissé le prix de ce qui était prévu initialement. D'accord. Voilà, donc il faut vraiment... donc un crédit vendeur qui n'est pas allé à terme, c'est ça ? Un crédit vendeur qui n'a pas été à terme. D'accord. Donc finalement, on revient un peu au propos de Julien, c'est-à-dire que tout doit être, ou en tout cas il est important que tout soit anticipé et que des scénarios comme ça, de friction, et on ne peut pas tout prévoir, mais en tout cas, et pour le moins été imaginé de façon à ce que chacun y retrouve un petit peu son gain, et d'où on en vient à cette question gagnant-gagnant. Vous avez pris le micro, Julien, vous vouliez compléter le propos ? Est-ce que dans l'Assemblée, vous avez des questions par rapport à ces riches expériences de reprise et de transmission entreprise ? Finalement, parce que souvent on entend ça immédiatement, dans un projet de transmission, oui, mais enfin bon, le vendeur veut vendre le plus cher possible, et le repreneur, le moins cher, veut racheter le moins cher possible. De tous ces propos-là, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas que le prix. Il y a les conditions de ce prix, les conditions de paiement, les garanties. Vous disiez tout à l'heure que finalement, c'est un package global qui a le prix de la chose, mais aussi comment on va le payer, comment toutes ces notions d'accompagnement, quelle est la garantie, la contre-garantie. Et tout ça, finalement, dans une transaction réussie, on va en parler là, dans cette deuxième partie de soirée, une transaction réussie, c'est finalement une transaction, vous le disiez les uns les autres, une transaction équilibrée où finalement, tous, même vous, représentants de la profession bancaire, y trouvez un intérêt, puisque les projets se réalisent, les projets se concrétisent, et puis les affaires se développent, et au profit de tous, des salariés, bien sûr, des banquiers également, et puis de leurs conseils qui sont des éléments importants. Et on l'aura entendu dans vos propos aussi, c'est que finalement, il faut que dans une transaction, tout le monde ait le même niveau d'information, ou en tout cas le même niveau de conseil. Et c'était dans vos discours, il est essentiel que une transaction soit engagée sur un équilibre, et finalement on y revient, sur un équilibre de l'information et du conseil. Il n'y a rien de tel, et je pense que les uns et les autres, vous avez dû le vivre, il n'y a rien de tel qu'une transaction engagée où une des parties est bien conseillée. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas des repreneurs qui, au fil de leur parcours, ont constitué une équipe, et qui en face d'eux n'ont pas nécessairement un cédant conseiller au juste niveau de ces repreneurs. Il me semble qu'on a fait le tour de cette table ronde. Alors vite, très très rapidement, puisque en un peu plus de 45 minutes, on a parcouru une reprise d'entreprise, les conditions d'un parcours gagnant-gagnant. On entame là la deuxième session de cette soirée. Il s'agit, et sur cette deuxième temps, de mettre en lumière les parcours de repreneurs qui ont été primés cette année par le jury du réseau Reprendre et Transmettre en Seine-et-Marne. Donc, pour ce faire, j'appelle Jean-Charles Ehrenschmidt.
vice-président de la Chambre de commerce. Je lui laisse le micro, ou peut-être l'autre, si il fonctionne, pour rapidement Oui. nous évoquer le parcours de la reprise et la transmission d'entreprise du réseau. Et puis, vous-même, vous avez une grande richesse d'expérience dans ce parcours. Et puis, nous allons procéder ensuite à la remise des On va prix. le faire ensemble. Eh bien, allons-y. Hein, voilà. Donc simplement vous remercier tous d'être là. Jean-Charles Schmitt. En fait, la CCI, on a lancé l'idée de monter ce réseau, parce que c'est un réseau, en 2005. Donc depuis 2005, je crois qu'il y a eu 39 lauréats à peu près depuis 2005 voilà. Donc vous l'avez ici. Je vais mettre là. Donc 39 gagnants 39 au fil de ces, on va dire, presque 15 années maintenant. Et donc moi-même, je suis entrepreneur, et puis tous ceux qui sont passionnés dans ce réseau sont soit des experts et vivent la passation, soit sont entrepreneurs eux-mêmes, ou repreneurs, ou cédants. Et donc ça fait une grande richesse. Voilà. L'idée, c'est de n'être pas seul. Je pense que c'est ça qui est très très important. Et puis vous dire aussi que pour la Chambre de commerce de Seine-et-Marne, comme la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, c'est vraiment un enjeu absolument capital, parce que vous regardez le territoire de Seine-et-Marne et vous regardez de manière assez précise le portefeuille d'entreprises qu'il y a. Ce sont souvent des petites entreprises. Et les petites entreprises, on a vu tout à l'heure que le problème des cédants qui ne sont pas aussi bien outillés ou conseillés que des repreneurs qui ont une habitude de reprise, ça c'est un point qui est très important. Et puis également, on a énormément d'échelles d'entreprise aussi. Il y a une passation en fait qui se passe en ce moment et dans les années passées et qui continue. C'est vraiment une passation aussi de génération. Et donc c'est aussi important que nous puissions accompagner. Donc c'est pour ça que la Chambre de commerce, vous savez, une Chambre de commerce, c'est à la fois mixte, c'est à la fois public et privé. Et en fait, c'est important que nous travaillions tous ensemble à réussir et à permettre de transmettre des actifs qui sont souvent des actifs d'une vie ou d'une génération. Voilà, alors ce que j'aimerais, c'est vraiment, Lionel, ce que j'aimerais, c'est dire aussi que passer le relais, on a dit tout à l'heure que passer le relais, c'était, vous savez, la phrase de Saint-Exupéry, je vais vous faire un petit parallèle. Petite citation. Vous savez, l'amour, ce n'est pas se regarder dans les yeux, mais c'est regarder dans la même direction. Alors, on ne peut pas dire ça tout à fait pour la reprise et la cession. Simplement, finalement, ce que cherche à faire un chef d'entreprise, c'est passer le relais. Et passer le relais, c'est finalement passer, c'est comme un relais de 100 mètres, c'est-à-dire qu'il faut vraiment donner et arriver à donner cette même dynamique. Donc cette dynamique, il faut arriver à la garder, c'est souvent ce que les gens recherchent. Et en même temps, donner du sens, c'est-à-dire regarder dans la direction, forcément la direction, ça peut être l'intérêt de chaque participant, que ce soit l'intérêt du cédant ou l'intérêt du repreneur, mais aussi le personnel ou l'ensemble de tout ce qui a considéré ce projet-là. Donc voilà, donc accompagner tout ça, je crois que c'était vraiment un des rôles de la Chambre de commerce et que nous continuons à le faire avec ce réseau. Et j'aimerais dire que ça, nous n'aurions jamais pu le faire sans le réseau. Et le réseau, j'aimerais qu'on les cite. Vous pouvez peut-être les citer, et en tout cas les personnes qui sont ici, peut-être qu'elles vont se lever. J'aimerais appeler la Fédération française du bâtiment Île-de-France. Vous pouvez, voilà. Hein. Donc, c'est Virginie Huzel, c'est ça? Voilà. Il y a Gilles Bouche, responsable du marché professionnel de CIC Est. Voilà. Merci d'accompagner ce réseau. Alexandrine Faure, directeur commercial entreprise Société Générale. Voilà. Jean-Philippe Leroy, directeur des relations avec les collectivités locales pour la société Orange. Voilà. Et Dominique Dousseau, qui est directeur du secteur Val-Maubuée pour le Crédit Agricole. Voilà. Donc, toute l'équipe du Crédit Agricole est là également. J'ai cité la Chambre des métiers également. J'aimerais aussi remercier, j'en ai oublié personne? Alors, on a évoqué une partie, parce qu'effectivement, les membres du réseau sont nombreux. Il y a bien évidemment, et on les remercie, les ordres représentés ici, les établissements bancaires également. Et puis, nous avons là, je vous ai interrompu peut-être, Jean-Charles ? Non. Nous avons là donc souhaité également remercier, ça a été fait en partie effectivement par Jean-Charles, tous les parrains, c'est-à-dire non seulement membres du réseau Reprendre et Transmettre en Seine-et-Marne, mais également clairement, des contributeurs actifs, parce que ça coûte.
et donc des contributeurs actifs à ce concours. Vous les avez cités, effectivement, et puis on verra tout à l'heure en quoi les uns et les autres ont contribué au prix qui va être remis à nos 3 vainqueurs de la soirée. Remercier aussi les experts. Je pense que vous avez bien compris, le réseau, c'est aussi un réseau d'experts. Donc, il y a des réunions qui sont régulières et qui permettent aussi que, en fait, la transmission, même dans la prise de décision, elle se fait tout au long d'un chemin un peu initiatique et qu'on arrive à quelque chose qui soit positif. Voilà, et puis j'aimerais remercier aussi les équipes de la Chambre de commerce. Voilà, donc Lionel, Bertrand... voilà, tous les fidèles en fait, qui continuent à cette belle réussite. Voilà, donc nous allons maintenant peut-être rentrer dans le vif du sujet. Ah, exactement, tout à fait. Alors, pour ce faire, nous allons tout de suite évoquer, donc, alors on me dit d'utiliser la zapette. Alors effectivement, eh bien, les voilà, les prix qui vont être remis. Alors excusez-nous, c'est un petit peu le moment publicité, mais on se doit d'avoir une certaine gratitude vis-à-vis de nos partenaires. D'ailleurs, voilà, les partenaires du réseau sont aussi mentionnés sur ce PowerPoint. Et puis, eh bien, écoutez, c'est l'heure maintenant de remettre les prix. On y arrive, donc les 3 lauréats avec un magnifique objet. Alors, le premier lauréat, en tout cas dans la catégorie... Alors cette année, non d'ailleurs, je parle de catégorie, mais cette année, on a voulu non pas s'enfermer dans des catégories, mais plutôt promouvoir et, j'allais dire, célébrer des réussites, quelles qu'elles soient commerce, artisanat, PME, industrie, TPE. Et là, la première réussite que nous tenions vraiment à mettre en évidence, c'est Alexandre Offradet qui a repris, me disait-il tout à l'heure, la charcuterie-boucherie familiale et alors là j'ai été effectivement impressionné, qui était dans la famille depuis 1886. C'est vraiment impressionnant. Ah ben, bonjour. Voilà, on s'est entretenu tout à l'heure et vous me disiez effectivement que vous représentez la 5e génération et que finalement vous avez repris une belle affaire puisque on la voit là, mais on ne s'imagine pas que vous avez repris une affaire de 12 salariés, ce qui est quand même déjà une belle équipe. Et votre challenge, vous me le disiez au téléphone, ça a été de reprendre tout en main et en particulier de tout moderniser. C'est-à-dire, alors là on ne le voit pas bien, mais je crois que vous avez modernisé bien sûr les équipements, la vitrine, vous avez, vous me le disiez également, introduit, et je crois que c'était d'ailleurs votre métier en particulier, introduit une nouvelle gamme, en particulier vous avez orienté particulièrement la boutique vers la charcuterie traditionnelle, c'est ce que vous me disiez. Alors, je ne sais pas si je présente bien l'affaire, je ne sais pas si c'est vendeur. En tout cas, nous, on a été très séduits. Tous les membres du jury, puisque c'était un jury pluriprofessionnel, a été vraiment très séduit par votre savoir et la façon dont vous avez réussi ce parcours de reprise. Alors, on n'a pas d'échantillon, mais il me semble que Virginie Huzel a peut-être eu l'occasion de goûter vos spécialités. Je ne doute pas qu'à un moment ou un autre, les uns les autres, hein, Jean-Charles, on aille goûter vos spécialités. Alors, sans plus tarder, un petit film présentant l'affaire. Eh bien, bravo, franchement. Vraiment, bravo à vous. Moi, je m'en laisse les babines. Hein. Vraiment, bravo à vous. Alors, je tiens à préciser, et au titre de nos différents partenaires, que un des parrains de ce prix, c'est le Crédit Agricole, qui a eu l'amabilité, le professionnalisme et la qualité de nous faire ces petits films qui sont extrêmement concis, mais très, très révélateurs d'un savoir-faire. J'aimerais dire que
et vous aviez déjà fait l'année dernière. Et là, je trouve qu'il y a une qualité de film qui est exceptionnelle. Donc, merci à vous pour le réseau. Merci à vous. Alors voilà, donc il me revient la tâche de ne pas garder les prix qui m'ont été remis. Merci Corinne. Donc je vous les remets. Alors, c'est du direct. Hein. D'ailleurs, en parlant de direct, on a eu la joie, nous avons la joie d'être sur Facebook Live ou en tout cas suivis ce soir sur les réseaux sociaux. Donc vous aurez certainement les uns les autres un grand nombre de likes, peut-être pas en kilos mais en grammes, en grammes sur cette soirée méritante. Alors voilà, il me revient la tâche de vous remettre sous enveloppe le prix proposé par AG2R, qui est une tenue de cycliste. Alors, je ne sais pas, on a un exemplaire, vous la mettez sur place Ok, je ne sais pas si vous pratiquez le cyclisme, mais ça peut être... Le footing, d'accord. Bon, bah écoutez, vous aurez l'occasion, pourquoi pas, d'en faire profiter un client, un bon client. Il me revient également la tâche de vous remettre ce prix. Et on me disait à l'oreillette, non, ce sera pas, c'est pas ça, mais on me disait tout à l'heure, à l'instant, que, je vous en prie, monsieur Offradet, venez à côté de nous, que vous êtes également, depuis quelques jours, bénéficiaire d'un autre prix, du goût. Oui, compagnon du goût. Compagnon du goût, bah, il faut le dire. C'est-à-dire que ce soir, vous recevez un prix et vous avez été au lauréat ces jours-ci du Compagnon du goût, c'est ça? Oui, ça récompense les artisans comme nous qui font que des bonnes choses artisanalement. Voilà, tout simplement. D'accord, bah, tout simplement. C'est peu de le dire et c'est certainement difficile à obtenir. Je la garde ou pas Non, ok, d'accord. Ah oui, non, mais heureusement, Jean-Charles, que vous me remerciez. C'est un peu normal. Hein. Bon, ben voilà, je vous donne le cadeau qui vous est attribué par Orange, qu'on remercie également. C'est un iPhone, c'est ça? Voilà, eh ben, écoutez, vous êtes bien gâtés, mais c'est pour le mérite que vous avez dans votre parcours de reprise. Et je m'étais fixé comme challenge de vous faire causer ce soir. J'ai réussi. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Et puis, très bonne continuation. Alors Lionel, nous avons un deuxième prix. Voilà, alors, je prends... Alors dans un domaine tout à fait différent. C'est ça, alors, je prends le matériel. Ah, là, il n'y a pas de... Si, là, voilà, Là, je vais prendre le les petit prix. sac. On lance le deuxième film. Allô, pardon, vous m'entendez? On lance le deuxième film? Non, on passe déjà la... Voilà, alors, pardon. Alors, c'est à moi de le faire. Tu t'emmêles là, Lionel. Je m'en mets. Alors, En fait, c'est difficile à gérer. Les machins, Voilà, on y est. Alors, si Jérôme peut nous rejoindre, on l'applaudit. Alors, excusez-moi, moi, je m'en mêle un petit peu les pinceaux entre les prix, les micros, les félicitations à attribuer. Voilà, je vous remets, en tout cas, ou Jean-Charles... Ah bah super, parfait. Jean-Charles vous remet le lauréat 2019. Et puis, vous allez en quelques mots, très brièvement, puisque le film va le présenter, brièvement nous rappeler votre parcours de repreneur. Alors moi, j'ai pas repris une entreprise familiale puisque j'étais originaire de la Somme, et donc j'ai repris. Alors c'est pour ça que c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle l'hôtellerie de plein air ou plus vulgairement appelé camping. Ça donne l'occasion de parler un peu d'un secteur d'activité qui n'est pas forcément très connu en Seine-et-Marne, mais qui pèse un poids significatif en France, puisqu'on est le premier secteur en France du nombre d'hébergements, enfin du nombre de lits, oui exactement. Donc on pèse quand même en France 2,2 milliards de chiffre d'affaires. Et on parle très peu de l'hôtellerie de plein air, donc ça me donne l'occasion d'en parler ce soir. Et on est un secteur qui investit énormément, la moyenne d'investissement est de 30% de notre chiffre d'affaires chaque année. Donc ce qui est énorme. Et on a la chance d'avoir beaucoup de fournisseurs qui sont français et qui sont essentiellement basés en Bretagne et en Vendée. Donc oui, il y a un secteur très dynamique et donc on peut
Enfin, en plus, nous, ça fait partie de nos valeurs, c'est d'acheter prioritairement du matériel français, ce qui est important. Alors voilà, donc j'ai repris l'établissement, le fonds de commerce, bon, on va peut-être en parler tout à l'heure, on verra dans le film, le 1er avril 2013, donc maintenant ça commence à faire. Et alors le précédent repreneur me disait en aparté que finalement ça coulait de sang, sa reprise. Est-ce que pour vous ça coulait de sens aussi ? Oui, puisque je ne m'imaginais pas être salarié jusqu'à ma retraite, pour être clair. Donc, j'ai travaillé dans des entreprises où j'ai toujours vécu une expérience extraordinaire. J'ai fait plein de choses très, très intéressantes. Mais venait un moment où je voulais travailler pour moi. Et enfin, la complexité des entreprises ne me convenait plus. Je ne me retrouvais plus dans les entreprises en tant que salarié. Donc il fallait que je travaille pour moi. Il y avait cette notion de se réaliser soi-même. Oui. Puis alors l'avantage d'être dans une petite structure comme la mienne, je décide, enfin on réfléchit, c'est important, on décide et après on peut mesurer tout de suite le résultat de sa les décisions. pensée. Exactement. Donc il faut faire le moins d'erreurs possible. Mais écoutez, on vous remet ce prix. On va regarder le petit film. Donc, vous avez une campagne médiatique dans la presse locale, vous avez un smartphone, vous avez un relais dans les réseaux sociaux et sur le site, vous avez une tenue de cycliste également, une vidéo promotionnelle que vous allez voir qui va vous servir après, c'est ça l'intérêt, et puis 2 prestations de conseils offertes par les parrains du concours. Donc, avec ça, vous êtes encore plus armés pour réfléchir encore mieux. Voilà. La réflexion est importante. Voilà. Merci. Bien, bravo. Juste une dernière question. Qu'est-ce que vous avez beaucoup apprécié dans cette transmission, en fait, entre le cédant et... Alors, ce que j'ai apprécié... Alors, calmez votre joie, hein. Alors, c'est amusant parce qu'on a parlé tout à l'heure de plein de choses, on s'est remémoré plein d'étapes dans la session, notamment les clauses suspensives, la garantie de passif qu'on a activée, qu'on a été obligé d'utiliser. Donc, le gonflement du chiffre d'affaires avant la vente. Ok, bon, bravo pour votre reprise. Non, on a repris un fonds dont on savait qu'il fonctionnait, il n'y a aucun souci, mais dont on savait qu'il fallait renouveler entièrement le fonds de commerce, et c'est ce qu'on est en train de faire, et ça va assez vite. Après, non, ça n'a pas été une reprise facile. Non, ça n'a pas été une reprise facile, puisque les installations étaient fatiguées. Voilà, parce que c'est pas une reprise familiale entre guillemets. Le camping a 58 ans, on va fêter les 60 ans bientôt. Celui qui l'a créé, il l'a vendu, et j'en suis que le 3e propriétaire. Donc à chaque fois, ça part dans d'autres mains. Donc les dernières années, mon vendeur n'a pas investi du tout, a fait beaucoup de travail non déclaré. Enfin, il y a eu des choses qui n'étaient pas très claires. Hein. Voilà, donc non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Eh ben, bravo à vous, parce que apparemment le. Non, mais bon, voilà. Non, mais maintenant tout va bien. Les 3 premières années n'ont pas été faciles, mais maintenant il a fallu 3-4 ans, puisque les fonds de commerce de télé plein air sont très chers. Donc on met beaucoup de fonds propres pour pouvoir les acquérir, pour pouvoir rembourser le financement. Donc c'est au bout de 3-4 ans où on a enfin pu passer à la vitesse supérieure par des investissements, nos investissements, pour pouvoir aller dans notre stratégie à nous. Donc merci. Merci. En tout cas, pardon, je vous ai peut-être interrompu. En tout cas, bravo et merci pour tout. Alors, on parlait de financement. Je tiens parce que c'est vrai qu'on les a peu évoqués tout à l'heure. Je tiens à remercier l'équipe du CIC Est. Alors, je ne sais pas si j'ai des représentants là du CIC, monsieur. Je tiens à vous remercier également au titre en tant que parrain. Pourquoi ? Parce que, une fois n'est pas coutume, nous avons imaginé en 2019 une nouvelle forme de prix. Certes, contribuer à ces différents prix qui vous ont été remis financièrement, mais le CIC Est a également imaginé de proposer aux lauréats
différentes prestations conseils que peuvent vous être proposées les membres des équipes spécialisées du CIC Est. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais en tout cas, sachez que le prix intègre à votre choix, les uns et les autres, éventuellement donc un entretien conseil en ingénierie sociale, en optimisation des flux, en financement de bas de bilan, enfin tout un tas de réjouissances qu'il est, à mon avis, et vous le savez vous tous, chefs d'entreprise, sur lesquels il est important de porter un regard éclairé, et l'objet de ces entretiens conseils vise à déceler des points d'amélioration de vos business respectifs. Merci à vous. La CCI également est activement contributaire et parrain de cette manifestation. Nous offrons, pour ceux qui le souhaitent, également un diagnostic digital qui peut vous permettre d'optimiser votre présence. On parlait tout à l'heure des réseaux, votre présence sur les réseaux sociaux qui se font, ou en tout cas qui font beaucoup, qui peuvent contribuer beaucoup à vos notoriétés respectives. Voilà pour la seconde page pub. Et puis, sans plus tarder, je voudrais appeler notre troisième lauréat. Alors voilà, je vais essayer d'être un peu plus agile. Dans le domaine numérique. Dans le domaine, voilà, on change du tout au tout. Je prends l'enveloppe, le prix et la petite pochette qui nous est remise par Orange, et j'appelle Nizar. Nizar, êtes-vous là? Voilà, parfait, très bien. Je crois que vous nous disiez que vous aviez une contrainte de temps, alors on a essayé de comprimer au max, et puisque votre avion ne vous attendra pas et vous serez libéré à 20h. Nizar, alors, merci, bravo à vous, je vous remets tout d'un bloc. Ouais. On regarde le petit film? Vous pouvez l'applaudir. Bravo, bah écoutez, dites-nous en quelques mots voilà, ce qui vous a amené ici, et puis à quoi vous... Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est une question qu'on ne s'est pas posée tout à l'heure dans la soirée. À quoi vous attribuez votre réussite? Vous l'avez peut-être déjà dit dans le reportage. Déjà, c'est très difficile de parler de réussite. On n'est qu'à la moitié du chemin. On a encore beaucoup de choses à faire. Et la réussite, elle vient aussi par plusieurs échecs. Et je voudrais répondre à votre question par une contradiction, justement. En France, on n'a pas vraiment la culture de l'échec. Et on enterre tous ceux qui ont échoué, contrairement aux anglo-saxons, où on est plutôt, allez, si on a échoué, bah, c'est très bien, on a pris de l'expérience, il faut aller réussir, etc. Donc je pense à tous ceux qui n'ont pas réussi, d'accord, premièrement. Et même ceux qui ont réussi sont passés par des échecs, etc. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à la réussite. Et en plus, elle est totalement plurielle. Moi, je n'ai pas repris un outil de production en tant que tel. Je n'ai pas repris justement une belle boutique comme la vôtre ou un camping, etc. J'ai vraiment repris une structure qui était basée sur l'humain, donc qui est constituée de femmes et d'hommes. Et donc, franchement, je ne pense pas que j'aurais réussi tout seul s'il n'y avait pas vraiment la collaboration de tous les collaborateurs que j'ai aujourd'hui dans l'équipe, et qui ont cru dans le projet alors qu'il était vraiment au début très, très embryonnaire. Il y a quand même dans vos propos, il y a cette notion certes de collaboration, mais de projet. Et vous disiez tout à l'heure, on n'est pas encore arrivé, c'est-à-dire qu'on est à la moitié du chemin. Ça veut dire que vous avez projeté, vous êtes au milieu du chemin et il y a un projet. Ce projet, c'est quoi? C'est une part de marché, un chiffre d'affaires, comment vous le qualifiez? Quel est l'objectif, j'allais dire, le chiffre clé que vous projetez dans ce parcours entier, complet? On a un plan stratégique qui va jusqu'en 2021. Ça ne va pas au-delà, parce que ce serait vraiment de la fausse modestie de vous dire que je peux prévoir ce qui va se passer dans le secteur du digital qui bouge qui bouge beaucoup jusqu'en 2023 ou 2025. Ça serait vraiment mentir. Non, on a un projet plutôt qui va jusqu'en 2021, qui serait... Aujourd'hui, en fait, on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2019 dans le groupe Ténor, dans tout le groupe Ténor. On souhaiterait arriver à 50-60 millions en 2021.
croissance externe comprise, parce que notre croissance, elle est basée à la fois sur la partie croissance organique, elle est aussi basée sur beaucoup de reprises, de structures, etc. Le but, c'est vraiment, c'est pas faire 50 millions pour faire 50 millions, c'est vraiment de constituer un pôle d'informatique de gestion, de transformation digitale pour les PME et PMI, qui peut être un interlocuteur unique à toutes les entreprises dans ce secteur du digital, et d'avoir aussi, on va dire, des ambitions européennes, parce que on a une vraie problématique de ressources et de talents, parce qu'on va en fait du temps hommes ou femmes. Et donc, pour nous, pour grandir en termes de chiffre d'affaires, il faut qu'on ait des consultants et des consultantes qui puissent accompagner les entreprises. Et pour acquérir ces talents, ça passe aussi par de la croissance externe et ça passe aussi par des synergies au niveau européen. Très bien. Bah, écoutez, bravo. Je pense que vous saurez... Votre témoignage va donner envie à nos repreneurs ici présents ce soir. Jean-Charles ? Voilà, et puis moi j'aimerais surtout vous remercier au nom de tout le réseau, parce que vous représentez tous les trois dynamiques différentes, donc à trois volontés d'avancer, de créer. Et je pense que dans notre pays aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe aussi en dehors de notre pays, on sent qu'il y a une compétition mondiale, on sent aussi que la relation à l'humain et la relation aux clients changent aussi beaucoup, et donc c'est important d'innover dans chacun de vos secteurs. Donc bravo à vous trois et bravo à tout le réseau pour tout ce travail. Merci. En tout cas, on va clôturer cette session sur une photo de groupe. On appelle à ce titre effectivement les parrains. Et puis messieurs, d'ailleurs c'est pas très... cette année, il n'y a que des hommes. Bon, l'an prochain, désolé, on sait à quoi s'en tenir. Messieurs, si vous voulez bien nous rejoindre avec l'ensemble de nos parrains. Bertrand. Et puis, donc, on va faire cette photo de groupe. Et puis, suite à quoi, eh bien, je vous propose de partager des petites spécialités. Des petites spécialités derrière cet écran. Messieurs les lauréats, il faut le prix. Et puis, comment dirais-je, alors, vous allez enfiler vos tenues de cycliste, s'il vous plaît. Et puis, la petite pochette... Oui, c'est ça. Montrez-nous le téléphone, quand même. Ah, moi, j'y tiens à la petite pochette. Hein. Ah oui, voilà, comme ça, on verra. Alors, vous allez la mettre là, comme ça, tout le monde sera content. Voilà, allez. Est-ce qu'on tient tous dans la photo ? Personne n'est rogné ? Ah ben Bertrand ? Ah ben si. Corinne ? Allez. Corinne, Bertrand ? Non. Bon, donc du coup, on élargit. Et alors justement, là, on a comment dirais-je, parmi les prix qui vous seront remis, qui vous sont remis ce soir, il y a une couverture médiatique. Donc, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Vous serez sur le site, les différents sites de la Chambre de commerce également. Et puis, votre réussite sera relayée par Le Républicain et La Marne. Donc, autant d'événements, en tout cas, autant de supports qui permettront de contribuer à votre développement, je le souhaite. Merci à tous. Et puis, effectivement, Bertrand proposait que... Oui, je suis vraiment attaché à ce territoire. Je viens de l'étranger, donc je n'ai pas de mal à le dire. Je suis là depuis 2012, mais j'ai appris à être très attaché à ce territoire de Seine-et-Marne. Et on avait racheté nos premiers locaux pour Armide, justement, qui est le siège social d'Armide en 2016 à peu près, ici, à Céris, pas très loin d'ici. Et on a décidé de regrouper toutes les activités que nous avons en Île-de-France, qui sont un petit peu éparpillées du fait de la croissance externe et des différentes acquisitions, de les regrouper dans un bâtiment unique à Céris qu'on va faire construire. Voilà.